Le poème que nous devons commenter aujourd'hui est extrait du recueil de Victor Hugo intitulé Les Contemplations. C'est un recueil qui est publié en 1856 et qui est constitué de 6 livres répartis eux-mêmes en 2 parties. Première partie intitulée Autrefois et une seconde partie intitulée Aujourd'hui. Entre ces 2 parties, comme le dit Victor Hugo lui-même dans sa préface, il y a une césure, cette césure étant l'énigme du tombeau. Quel deuil, le vrai, l'unique, la mort, la perte des êtres chers. Tombeau qui est celui de sa fille, Léopoldine, à qui est dédié le 4e livre, Pauca Meae, quelques vers pour la mienne, quelques vers pour ma fille, qui est le livre du deuil. Léopoldine étant le second enfant de Victor Hugo, le premier, Léopold, étant mort bébé. Léopoldine est la fille chérie, elle est celle qui va se marier avec Charles Vacry le 15 février 1843, date de titre du poème, et mariage à l'occasion duquel ce poème va être manifestement écrit. Deuil cependant, puisque quelques mois après ce mariage, le 4 septembre 1843, Léopoldine Hugo et Léopoldine Vacry, du coup, va mourir noyée au cours d'une promenade sur la Seine, ce qui va évidemment dévaster Hugo. Et il est intéressant de voir que dans ce 2e poème du 4e livre des Contemplations, eh bien, ces 2 dates symboliques, le 15 février et le 4 septembre 1843, apparaissent en regard l'une de l'autre. La première assortie d'un poème de 2 quatrains, et le second assorti d'une ligne de point de suspension. Je vais ainsi lire le poème. 15 février 1843. Aime celui qui t'aime et sois heureuse en lui. Adieu. Sois son trésor, ô toi qui fus le nôtre. Va, mon enfant béni, d'une famille à l'autre, emporte le bonheur et laisse-nous l'ennui. Ici l'on te retient, là-bas on te désire. Fille, épouse, ange, enfant, fais ton double devoir. Donne-nous un regret, donne-leur un espoir, sors avec une larme, entre avec un sourire. Dans l'église, 15 février 1843. 4 septembre 1843. Ainsi donc, nous pouvons nous poser la question suivante qui va mener le commentaire général du poème. Comment l'épithalame, c'est-à-dire le discours que Hugo a rédigé à l'occasion du mariage de sa fille, comment l'épithalame donc se métamorphose-t-elle en une épitaphe, puisque en regard de cette date du 15 février apparaît celle du 4 septembre avec cette ligne de point de suspension, nous invitant ainsi à relire l'épithalame comme ce qu'il reste uniquement à dire, puisque tout a déjà été dit. Pour mener le commentaire, je découperai notre texte en 3 parties. Premièrement, le début du poème jusqu'à la ligne 3, où nous avons le traditionnel vœu paternel à l'occasion du mariage de sa fille. Puis du vers 4 au vers 8, où nous avons un regret paradoxal qui va être explicité et expliqué. Et enfin, je terminerai avec les 3 dernières lignes qui constituent le péritexte et qui appellent à la relecture générale du poème, relecture que nous ferons simultanément dans le cadre du commentaire linéaire. Je commence ainsi le commentaire. Le poème commence immédiatement avec cette date, 15 février 43, qui est la date, je l'ai dit, du mariage de Léopoldine avec Charles Vacry. Le premier vers, aime celui qui t'aime et sois heureuse en lui, équivaut au traditionnel vœu paternel. Évidemment, le père souhaite à sa fille tout le bonheur possible, lui souhaite un amour qui soit partagé, avec la figure du chiasme qui est dans le premier hémistiche, aime celui qui t'aime, avec le verbe qui est répété au début et à la fin de l'hémistiche, sois heureuse en lui, un vœu de bonheur tout à fait traditionnel, vers qui va mettre du coup en balance à la fois cette 2e personne qui représente Léopoldine, qui n'est jamais nommée, et son époux avec la 3e personne, qui lui-même n'est jamais nommé non plus. Le poème continue ainsi avec cet adieu en exergue, adieu qui va être de modalité exclamative, qui va être détaché du reste avec 2 tirets, adieu qui est donc cette exclamation, quasiment au discours direct, exclamation du père qui regrette déjà le départ de sa fille puisque le mariage va lui enlever cette fille et on peut voir
cet enlèvement, cette rupture dans l'usage des temps, puisque le présent qui prévalait ici, présent de l'impératif, du conseil, du vœu, eh bien ce présent va entrer en concurrence avec un passé simple qui a valeur d'achever, ici, toi qui fus le nôtre. Le trésor du père est ainsi transféré au mari, et le père finalement perd, du verbe perdre, son enfant chéri. Enfant chéri, ou plutôt enfant béni, ainsi que le donne le troisième vers. Toujours avec cet impératif, va mon enfant béni d'une famille à l'autre. Il s'agit ici de rendre la fille du père l'épouse de son mari. Ainsi, elle va changer de nom de famille, elle ne sera plus Léopoldine Hugo, mais Léopoldine Vacry, du nom de son mari. Et cet enfant béni, ici on retrouve avec l'adjectif, évidemment, l'idée de bénédiction paternelle que l'on accorde traditionnellement au cours du mariage. Simplement, cet adjectif, ainsi que l'exergue, adieu, commence à indiquer une deuxième lecture possible du poème, qui va être confirmée par cette idée de perte définitive avec le passé simple, puisque cet adieu est évidemment définitif. Et cet adieu, cet enfant béni, ici, cet adieu peut être un adieu, un au revoir jusqu'au moment où nous serons devant Dieu. Et la famille à laquelle elle est dédiée est peut-être tout à fait celle de Charles Vacry, mais aussi la famille de l'ensemble de ceux qui sont déjà à Dieu. Et ainsi, le vœu paternel commence à se teinter d'une prescience, d'une sorte de prescience, celle du drame qui arrivera quelques mois plus tard. Je passe ainsi à mon deuxième mouvement. Nous continuons ainsi avec les impératifs présents, emporte, laisse. Ici, il s'agit pour le père de commencer à montrer son regret de perdre cet enfant, l'enfant qu'il chérissait, puisque lorsqu'elle partira, elle emportera avec elle le bonheur, et ainsi, le bonheur le quittera définitivement, ne lui laissant que l'ennui, et ainsi on peut voir l'opposition radicale entre les deux noms communs, malgré la structure en parallélisme. Cette structure en parallélisme se perpétue avec l'opposition des déictiques, ici, là-bas. Ici, c'est-à-dire dans la famille de Hugo, et principalement Victor Hugo lui-même, essayerait de la retenir, mais cette tentative du père ne peut pas dépasser le désir du mari. C'est ce qui est explicité dans le vers suivant. Léopoldine est appelée à un double devoir, celui de fille et celui d'épouse. À cette énumération, fille, épouse vont s'adjoindre deux autres noms communs qui vont fonctionner comme des périphrases, ange et enfant. Enfant étant le dernier terme de l'énumération et montrant bien à quel point, malgré son changement de statut, son passage de fille à épouse, elle restera toujours l'enfant de Victor Hugo, l'enfant de son père, son enfant béni, chéri, mais l'intégration de cet autre nom, ange, là encore, pourrait fonctionner comme un hypocoristique, mon ange, un petit surnom affectueux, mais résonne là encore étrangement dans le cadre de cet adieu qui était déjà celui du vers 2. Ainsi, fille, épouse, ange, nous avons bien comme une progression chronologique, un pressentiment qui se heurte au fait que, quel que soit son statut, finalement, elle restera toujours son enfant. Nous retrouvons du coup toujours ces impératifs, donne-nous, donne-leur, avec une structure en chiasme. À l'ordre bonheur, ennui du vers 4 répond l'ordre regret, espoir du vers 7. Cette structure en chiasme qui va montrer, là encore, métaphoriser l'étreinte du père pour sa fille, étreinte qui lui est rendue, comme va métaphoriser là encore, le symboliser là encore, les rimes embrassées, avec des rimes masculines qui embrassent des rimes féminines pour le premier quatrain et des rimes féminines qui embrassent des rimes masculines pour le deuxième quatrain, comme si l'étreinte était rendue. Espoir, là encore, est un mot qui pourrait fonctionner en sileps, puisque espoir est celui que va nourrir le père, celui qui est de retrouver finalement sa fille par-delà la mort. Et cette prescience va se confirmer dans le dernier vers, sort avec une larme, entre
avec un sourire. L'absence de complément circonstanciel de lieu ici fait douter. De quoi sort-elle? De la famille, de l'église? Sort-elle de la vie? Entre avec un sourire, là encore, où est-ce qu'elle entre dans l'église? Est-ce qu'elle entre dans sa nouvelle vie, la vie éternelle? Il est bon à noter aussi que Victor Hugo, ayant fait un certain nombre d'expériences spirites, aurait réussi à rentrer en communication avec l'âme de Léopoldine. Et la seule question auquel elle aurait répondu serait qu'elle est dans un endroit lumineux et qu'elle y est heureuse, ce que confirmera du coup la préscience de ce dernier vers. Et en effet, ces multiples syllabes vont se confirmer dans le lieu du péritexte, et je passe ainsi à ma troisième sous-partie, puisque ce poème est rédigé dans l'église. Et l'église est à la fois le lieu où l'on se marie, mais aussi le lieu où l'on est enterré, ou en tout cas il y a la cérémonie de l'enterrement. La reprise de la date, le 15 février 1843, vient ici comme un effet de clôture avec le titre, puisque nous commençons et nous finissons par cette date. Il est intéressant de noter aussi que l'apparition de la date dans les contemplations est un phénomène tout à fait récurrent, puisqu'il s'agit des mémoires d'une âme, et la date apparaît très souvent à la fin de chacun des poèmes. Cependant, cette date est très souvent une date fictive, puisqu'elle s'intègre dans un dispositif autobiographique avant tout symbolique. Et ici, il s'agit d'une des rares dates qui soit effective. La date du manuscrit de ce poème est bel et bien du 15 février 1843. Cet effet de clôture, du coup, amènerait normalement à, simplement terminer. Il ne devrait plus rien avoir à dire. Cependant, il va y avoir une suite à ce poème, puisque 4 septembre 1843 n'est pas un poème, il n'est pas numéroté comme le poème 3, il fait donc bien partie du poème 2. 4 septembre 1843, ici avec la typographie, on voit comme un titre qui répond typographiquement à celui qui précède, le 15 février 1843. Ce 4 septembre, c'est la date précisément de la noyade de Léopoldine Vacquerie, nouvellement Vacquerie, et contrairement à ce poème du 15 février 1843, suite à ce titre du 4 septembre, il n'y a rien, ou en tout cas il n'y a rien qu'une ligne de point de suspension, comme si effectivement il n'y avait rien à dire. Il est impossible de parler ce jour-là, il est impossible de parler, d'écrire, mais peut-être rien à dire puisque précisément tout a déjà été dit. Et en ce sens, il est intéressant de voir que ces deux poèmes, entre guillemets, fonctionnent en regard l'un de l'autre, comme si cette ligne de point de suspension équivalait à la relecture du poème précédent et la confirmation de l'ensemble des éléments sylléptiques qui apparaissaient. À l'insu même de Hugo lorsqu'il l'a rédigé. Lorsque Hugo rédigeait son épithalame, en réalité, il prévisualisait, ou dans l'écriture de son discours, subsistaient des indices de l'épitaphe, des indices du drame à venir. Ainsi donc, comment l'épithalame se métamorphose-t-elle en épitaphe ? Nous avons vu tout d'abord que ce poème était effectivement une épithalame, dans le sens où il s'agit effectivement des vœux de bonheur d'un père à sa fille à l'occasion du mariage de cette dernière. Tout concorde à cela, les champs lexicaux, les vœux, la date et le lieu. Mais ces vœux sont paradoxaux, puisqu'ils explicitent à la fois le bonheur de la fille et la peine du père. Le mariage est un départ. C'est un départ d'une famille à l'autre. Ce qui est intéressant dans ce poème précisément, c'est que la famille dont il est question pourrait tout aussi bien être la famille Hugo que la famille des vivants. Et effectivement, les contemplations elles-mêmes sont, selon le mot d'Hugo, le livre d'un mort. La famille dont il est question pourrait être la famille des vivants. Et le péritexte vient confirmer l'hypothèse de l'épithalame tout en confirmant l'aspect sylléptique de l'écriture de ce texte, sachant que tout le péritexte va venir confirmer ce doute avec cette mise en regard de la date de la noyade qui invite à une relecture rétrospective qui confirme finalement elle-même la confusion de l'épithalame avec l'épitaphe. Ainsi, l'intégralité du poème du 15 février 1843 fonctionne telle comme une syllabse. Et en effet, lorsque le poète écrit, puisque ce n'est plus véritablement le père qui écrit ici, mais c'est le poète, puisque c'est publié dans le recueil poétique de Hugo. Donc c'est le poète Hugo qui écrit, et le statut de poète va conférer une sorte de pouvoir, une sorte de préscience quasi magique. Le poète se fait mage, et dans l'écriture de l'épithalame se dessine finalement la préscience du drame à venir.
Ainsi donc, si l'homme devient poète, la poésie confère à cet homme des pouvoirs quasi divins, ou au moins magiques, faisant du poète, finalement, lui-même un mage. Pour ce qui est de la question de grammaire, vous m'avez posé la question des expansions du nom dans le premier quatrain. J'ai repéré 4 expansions du nom et un cas particulier qui pourrait être confondu avec une expansion. Je les traiterai en fonction de leur nature et je commencerai par les adjectifs. Le premier adjectif qui est visible dans ce premier quatrain est l'adjectif heureuse au vers 1. Il s'agit d'un adjectif qualificatif pour sa nature et sa fonction est d'être attribut du sujet. L'identification de cette fonction est rendue difficile puisque, précisément, le sujet est non exprimé et cela est dû à l'utilisation du mode impératif, le verbe à l'impératif se construisant sans sujet exprimé. Donc ici, il s'agit bien d'un attribut d'un sujet, mais d'un attribut d'un sujet non exprimé. Le deuxième adjectif qui est présent dans ce quatrain se situe au vers 3, il s'agit de béni. Béni a pour nature adjectif verbal puisqu'il vient du verbe bénir et sa fonction est d'être épithète liée au nom enfant. Pour ce qui est des propositions subordonnées relatives, maintenant nous en avons 2 occurrences, qui t'aime et qui fut le nôtre, respectivement vers 1 et vers 2. Dans les 2 cas, nous pouvons bel et bien voir l'introduction de cette proposition par un pronom relatif, qui, dans les 2 cas. L'élément compliqué dans l'identification de cette subordonnée relative est qu'elle ne complète pas un nom dans aucun des cas, mais qu'elle complète des antécédents pronominaux, ce qui leur donne quasiment pour l'une et l'autre des valeurs de périphrase. Celui qui t'aime, périphrase pour désigner Jacques Vacry, toi qui fus le nôtre, périphrase pour désigner Léopoldine Hugo. Ainsi, nous avons 2 exemples d'adjectifs et 2 exemples de propositions subordonnées relatives. La troisième fonction qui pourrait rentrer dans les expansions du nom serait le complément du nom. Il se construit avec un nom introduit par une préposition, donc un groupe prépositionnel. Nous en avons bien un au vers 3, à l'autre, qui compléterait famille. Le problème, c'est que ici, ce n'est pas un complément du nom parce qu'en réalité, c'est un complément circonstanciel de lieu qui complète le verbe aller. Et cela se voit puisque nous pouvons tout à fait intercaler le verbe aller à l'impératif va entre le nom famille et ce qu'on aurait pu identifier comme un complément du nom à l'autre. D'une famille va à l'autre, et ainsi on peut bien voir qu'il ne s'agit pas d'un complément du nom, mais bien d'un complément circonstanciel de lieu. Il n'y a donc aucun complément du nom dans ce quatrain.